Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Au sommaire ce soir, on va revenir sur une question un peu douloureuse pour certaines et certains. Est-ce qu'on est tous nuls en maths? En tout cas, les dernières enquêtes sont un peu affligeantes à ce sujet. Les jeunes Français ont de plus en plus de mal et ça a des répercussions sur notre société. On en parlera dans notre question du jour. On partira ensuite du côté d'une très belle initiative. C'est vrai que les jeunes aiment consommer, regarder et passer beaucoup de temps devant des séries. Mais le CNC a mis en place un concours pour qu'ils se mettent eux-mêmes à écrire les séries. On en parlera dans notre bon point du jour. Et puis on terminera, comme tous les vendredis, par le regard des enfants. Et depuis hier, Parcoursup est terminé. On ne peut plus rentrer de vœux sur la plateforme. Qu'est-ce qu'ils en pensent, au fait, ces jeunes de Parcoursup? Ça sera regard d'enfants. Mais avant cela, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Brandon Warret. Bonsoir à tous. On démarre ce journal avec cette enquête publiée ce jeudi par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives sur la consommation de substances addictives chez les jeunes. Au total, ce sont 23 000 filles et garçons qui ont été interrogés de moins de 17 ans et les résultats sont encourageants. Selon cette enquête, près de 20% des jeunes n'ont jamais bu d'alcool contre 14% en 2017. Et il n'y a pas qu'avec l'alcool que la consommation des jeunes baisse. En 2022, 46% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà fumé au moins une cigarette au cours de leur vie. Ils étaient 59% en 2017. Même si la France reste l'un des pays les plus consommateurs de tabac en Europe, les usagers quotidiens sont de moins en moins nombreux, 15% en 2022 contre 25% en 2017. En revanche, l'usage de la cigarette électronique chez les jeunes est en forte progression, passant de 52% en 2017 à près de 57% en 2022. Cette augmentation est notamment portée par une consommation féminine 6 fois plus importante. Il a fait de la mixité sociale son cheval de bataille dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, est bien décidé à avancer sur le problème. Les nouvelles données publiées par le service statistique de l'Éducation nationale soulignent le manque de mixité dans les collèges, notamment entre le public et le privé. En 2021, plus de 42% des collégiens dans le public sont issus de milieux modestes, alors que 18% viennent de milieux aisés. Des écarts sociaux qui ne cessent de se creuser, notamment dans les collèges privés qui accueillait en 2021 2 fois plus d'élèves issus de milieux favorisés, un phénomène qui est devenu la priorité du ministre de l'Éducation nationale. Afin de faire de l'égalité des chances et de la réussite de tous les élèves une priorité, j'ai entamé un cycle de concertation et de consultation avec l'ensemble des acteurs concernés par le champ de la mixité sociale et scolaire. Les organisations syndicales représentatives de la communauté enseignante, de l'enseignement public et privé sous contrat, les collectivités locales, les élus, les ministères partenaires. Le ministre de l'Éducation nationale prépare un ensemble de mesures pour favoriser la mixité dans les établissements scolaires, des annonces qui sont attendues d'ici la fin du mois de mars. Il est en théorie interdit depuis une loi de 2018 dans l'enceinte des écoles et des collèges d'établissements, mais à Saint-Joseph-Bossuet de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, le téléphone portable a toute sa place. Depuis plusieurs semaines, les classes testent un système innovant qui permet aux élèves d'utiliser leur propre téléphone portable, mais de manière purement éducative. Pas question de surfer sur Internet n'importe où et n'importe quand, puisque l'enseignant peut contrôler et bloquer en temps réel l'accès des téléphones portables aux élèves. L'objectif, c'est avant tout de mettre à disposition des élèves davantage de ressources en ligne et des exercices toujours plus innovants. Une alternative à la traditionnelle salle informatique qui peut s'avérer plus qu'économique, intéressante pour les établissements, car selon le dernier baromètre du numérique, 87% des 12 ans et plus possèdent un téléphone portable, un chiffre qui monte à 95% pour les 15 ans et plus. Au vu du succès de cette innovation pédagogique, cela pourrait donner une place de plus en plus importante aux smartphones dans les années à venir. Direction maintenant l'autre côté de la Manche. C'est une petite révolution dans le système éducatif anglais. Le gouvernement britannique a profité de la journée internationale des droits des femmes ce jeudi pour lancer de nouvelles mesures visant à améliorer la pratique du sport à l'école. Et pour cela, le 10 Downing Street a mis la main au portefeuille avec 622 millions de livres sterling investis pour les 2 prochaines années. Chaque établissement scolaire devra proposer au moins 2 heures de sport par semaine. Les filles devront aussi pouvoir pratiquer les mêmes sports que les garçons. Cette nouvelle réforme fait suite à une campagne lancée par les joueuses de l'équipe d'Angleterre après leur victoire au championnat d'Europe l'été dernier. Elles avaient adressé une lettre au gouvernement afin qu'il prenne des mesures pour que toutes les filles aient la possibilité de jouer au football à l'école. Le Premier ministre Rishi Sunak, en déplacement dans une école cette semaine, se dit fier de mettre à niveau le terrain de jeu pour la prochaine génération de footballeuses.
Et enfin, restons à l'étranger avec un passage chez notre voisin allemand pour terminer. Dans le nord du pays, l'établissement d'Emstech vient de recevoir l'Assiette d'or, synonyme de meilleur restaurant scolaire d'Allemagne. Un prix prestigieux qui honore cet établissement, pas tout à fait comme les autres, puisqu'à Emstech, cuisiner fait partie du programme scolaire. Et ce sont les élèves qui cuisinent leurs propres plats. L'établissement s'est engagé en faveur d'une alimentation saine et variée, avec des plats 100% faits maison, confectionnés à partir de produits locaux, dans un pays où, selon une récente étude du ministère fédéral de la Santé, un enfant sur 6 est en surpoids ou obèse. À Emstech, les élèves ne s'arrêtent pas à la préparation du repas du midi puisqu'ils fabriquent aussi les goûters qui sont ensuite vendus dans la petite boutique interne. Et ils pourront bientôt goûter au miel 100% fait maison puisque des ruches vont être prochainement installées. Une initiative qui permet peut-être à l'établissement de conserver l'an prochain son titre de meilleur restaurant scolaire d'Allemagne. Allez, je le disais, on va parler du rapport aux mathématiques des Français, des Françaises avec vous, Mélanie Guenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, vice-présidente de la Société mathématique de France. Et puis nous sommes également avec vous, Stéphane Jaffard, bonjour. Bonjour. Mathématicien également. Vous avez dirigé le projet des assises des mathématiques. Vous étiez venu nous en parler. On va en parler dans quelques instants de ces assises avec quelques belles choses qui ont été mises en avant et quelques pistes de solutions justement par rapport à ce niveau de maths. D'abord, Mélanie Guenet, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il est vrai, j'ai envie de dire, statistiquement et mathématiquement, de dire que les Français sont nuls en maths ? Alors, je ne dirais pas ça comme ça, mais il est vrai que le niveau de mathématiques en France a beaucoup baissé depuis les 30 dernières années. Et ça, qu'est-ce qui permet de le voir, de le sentir ? Il y a des évaluations qui sont faites. Est-ce qu'on fait passer le même test tous les ans à des élèves pour voir ce qui se passe ? Comment on arrive à le quantifier un petit peu, quantifier cette baisse de niveau ? Donc, vous posez une bonne question parce que c'est des questions difficiles, les questions de l'évaluation du système éducatif en général. Et donc, l'évaluation du niveau, je pense que c'est un des points les plus délicats à évaluer puisque les générations changent et il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Si on donne les résultats, si on donne les questions des tests sur lesquels on évalue les élèves, on peut imaginer que l'année prochaine, ils ont été travaillés, donc ça ne veut plus rien dire, donc c'est quelque chose qui est difficile. Ceci dit, il y a des indicateurs internationaux qui sont TIMSS, PISA par exemple, qui sont réalisés par des équipes d'experts régulièrement au travers de nombreux pays à l'international et qui permettent au moins d'avoir des repères de comparaison. Donc comparaison entre pays et puis comparaison au cours du temps. Et donc là, les comparaisons sont que les Français, le niveau est diminué, ils sont de moins en moins bons au niveau international. Et c'est que, en fait, les petits Français, donc c'est des évaluations qui sont faites au niveau souvent de la fin du cycle primaire, donc CM1, CM2, et puis milieu ou fin de collège. Et en fait, ce qu'on voit, c'est au cours des années, effectivement, le classement de la France baisse, et puis au niveau du nombre de points, c'est-à-dire par rapport à deux évaluations dans le temps, le nombre de points diminue. Donc ça se passe de moins en moins bien du côté du niveau. Stéphane Jaffard, la question qui vient tout de suite, elle est très simple. Pourquoi ce niveau il baisse ? On continue pourtant à enseigner les mathématiques dès le plus jeune âge, on apprend le calcul. Les recettes, elles n'ont pas beaucoup évolué. On apprend les maths aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau ? Alors, la baisse de niveau, il y a beaucoup de causes. Donc, il y a des problèmes d'enseignement des mathématiques. Il y a eu toute une suite de réformes qui se sont accumulées les unes derrière les autres, je dirais sans répit. Donc, le métier d'enseignant est devenu de plus en plus difficile, de moins en moins attractif aussi. C'est de plus en plus difficile d'être quand même enseignant en collège ou en lycée actuellement. Devenir enseignant aussi est de plus en plus aujourd'hui un métier qui est en concurrence, du moins pour les mathématiques, avec d'autres carrières. C'est-à-dire un élève de licence ou de maîtrise qui est bon en maths, qui aime les maths. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça le tentait d'être prof de maths. Maintenant, il a le choix entre ça et des tas de carrières dans les nouvelles technologies, dans des choses qui sont très stimulantes intellectuellement. On a l'impression que c'est ça qui bouge aujourd'hui. Et c'est vrai que par comparaison, je pense que c'est de plus en plus difficile d'attirer des bons enseignants vers le métier. Ce qui veut dire peut-être
sans extrapoler, sans jeter la pierre, mais que c'est peut-être pas les meilleurs en maths qui vont se retrouver devant les élèves. Et on le voit, hein, les barèmes de CAPES, les moyennes en tout cas, ont tendance à diminuer. Ça veut dire que peut-être que ceux qui aujourd'hui enseignent les maths ne sont pas ceux qui ont le plus de compétences sur le sujet. On a du mal à recruter, effectivement. Il y a aussi une question d'enthousiasme pour la discipline. Effectivement, il y a des gens qui ont des niveaux divers, hein, mais voilà. Il faut qu'il y ait vraiment des enseignants qui aiment leur discipline et qui fassent passer ça aux élèves. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on voit les interviews par exemple, de grands scientifiques, de prix Nobel, de médailles Fields. Ils disent toujours, il y a eu un enseignant à un moment dans ma vie, quand j'étais au collège ou au lycée, qui a déclenché le truc. Ça, c'est très important qu'il y ait des enseignants qui soient vraiment amoureux de leur discipline et qui fassent passer cet amour. Et voilà, parmi leurs élèves, il y en aura quelques-uns qui feront pour qui ça déclenchera quelque chose. Et voilà, ça, c'est vraiment très important. Alors évidemment, là, je parle, je dirais, que des meilleurs, mais à tous les niveaux. C'est très important, effectivement, de ne pas déclencher chez les élèves des systèmes de réaction contre les maths, parce que, là, effectivement, il ne comprend plus, il est largué. Et on doit aller vite. On a beaucoup de programmes à voir, on n'a pas beaucoup d'heures, donc il faut aller vite. Et si on n'a pas compris, on peut être laissé sur le bord du chemin et ne jamais être remis dans le wagon. Voilà. Donc effectivement, les façons d'enseigner, les méthodes d'enseignement, c'est vraiment très important. Et le fait que les enseignants se sentent à l'aise avec leur discipline aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pas toujours le cas. Mélanie Guenet, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue sur le rapport qu'on inculque dès le plus jeune âge aux mathématiques? C'est que les mathématiques, c'est vu comme un outil concurrentiel. Être bon en maths, c'est être bon élève et il faut être bon si on veut avoir les meilleures carrières. Et donc, quand on apprend les maths et qu'on est jeune, il y a une vraie pression, puisque c'est regardé de près. Ah bah tiens, alors bon, ça n'existe plus, mais à l'époque, tu veux faire S, ou le niveau de maths, il n'est pas assez bon. Tu veux faire ES, maintenant c'est pareil sur les enseignements de spécialité. Est-ce qu'on ne met pas trop de pression autour des maths? Ah oui, certainement. Oui, en fait, les mathématiques, elles sont considérées encore actuellement, et même avec le nouveau système, vous avez parlé du lycée et de la réforme du lycée, comme une matière extrêmement élitiste, parce que comme on a réduit les choix à un système où les mathématiques ne sont plus considérées comme une matière fondamentale, à partir de la première, ça veut dire qu'elle est vraiment uniquement là plus destinée qu'à l'élite. En plus, on a dit, c'est un programme très ambitieux, etc. Donc tout ça contribue à faire peur et à mettre de la pression, ce qui n'est pas une bonne chose quand on veut avoir davantage de gens formés en maths et quand on veut donner confiance. Stéphane a parlé d'être à l'aise dans sa discipline, d'avoir des bonnes conditions pour enseigner. Et je pense que plus on met la pression et plus on se renferme sur les choses dont on est sûr, et donc ça ne donne pas d'ouverture, ça ne donne pas droit à l'erreur. En fait, c'est tout ça qu'il faut ouvrir. Les mathématiques, c'est... Désacraliser un peu le rapport aux maths. Désacraliser, se permettre l'erreur, se permettre de tâtonner, se permettre des initiatives de type de la recherche. En fait, nous, ce qu'on fait quand on fait de la recherche, c'est on tâtonne, on fait des erreurs, et puis c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait transmettre à tout le monde. Pour ça, il faut des bonnes conditions d'enseignement. Ce que Stéphane n'a pas dit, c'est que on n'a pas parlé du nombre d'heures, du volume d'heures enseignées, mais en fait, depuis 30 ans, le volume d'heures enseignées au collège, au lycée, il n'a pas arrêté de diminuer. Et donc, à chaque fois, on essaye de garder des gros bouts on a rajouté un peu des contenus. Donc là, vous disiez, il faut aller vite, parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'heures que ce qu'on avait avant. Mais il y a un paradoxe, Stéphane Jaffard, c'est qu'en fait, on dit les Français sont nuls en maths, les Français sont nuls en maths. C'est un peu le marronnier, ça permet d'attirer les gens. Mais quand on va dans le détail, notamment dans l'enseignement supérieur, les enseignements de mathématiques en France sont très recherchés à l'international. On a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent en France justement pour la qualité d'enseignement des mathématiques. Et on sait, et on le voit, que les ingénieurs qui sont formés en France, que ceux qui passent par les bancs polytechniques, de Normal Sup, sur cette discipline mathématique, ils sont derrière, ils ont des ponts d'or pour des carrières à l'international et même des carrières en France. Est-ce que c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, un polytechnicien, par exemple, il est passé sur les bancs de l'école, il a fait les mêmes cours, il a suivi le même programme. Qu'est-ce qui fait la différence entre un polytechnicien qui arrive à avoir ce degré de mathématiques assez important et à côté des jeunes qui sortent du lycée en disant les maths, je ne veux plus jamais y toucher? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un côté, on ait formé l'ultra-élite internationale et que de l'autre, on ait formé des gens qui ont un dégoût des maths? Alors, c'est un peu un choix politique, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette
affaissement général du niveau dont vous avez fait le constat, et en même temps, voilà, il y a eu une volonté de garder une petite filière d'excellence qui est malheureusement réservée à une petite élite, voilà, dont on se rend compte qu'elle est de plus en plus issue des mêmes milieux, parce qu'effectivement, du coup, il faut avoir toute la connaissance, avoir des parents qui peuvent vous aider, etc. Donc c'est voilà, il y a de moins en moins de brassage social, voilà, ça c'est effectivement un fait. Et voilà, mais cette petite filière d'excellence qui va vers les ENS, vers l'X, comme vous dites, etc. Voilà, elle continue à exister, du moins jusqu'à maintenant. Et je dirais, c'est bien, hein, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir encore une forte reconnaissance à l'international. En même temps, ça a un côté négatif, c'est que on se rend moins compte de la baisse générale. Je pense que les politiques, on l'a vu au moment des assises des mathématiques, finalement, ils ont pas trop réagi. On leur a dit, tout le monde a dit vraiment la situation est dramatique, on forme plus assez. Vous dites, bon, on a des ingénieurs excellents, mais on forme la moitié moins d'ingénieurs qu'il faudrait aujourd'hui. Pourquoi on forme moitié moins d'ingénieurs? Effectivement, le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs a été augmenté, mais en même temps, les gens qui font ces écoles d'ingénieurs, ils se dirigent aussi de moins en moins vers des emplois d'ingénieurs. Donc, à la fin, on forme quand même plus les ingénieurs qu'il faudrait. Voilà. Et je pense que cette petite filière d'excellence qui conduit vers une forte reconnaissance internationale et une forte visibilité de la France au tout sommet cache un peu la misère qu'il y a derrière, et que beaucoup de politiques qui n'ont pas eu de formation scientifique pour la plupart d'entre eux, voilà, se disent « Ah ben finalement, voilà, tout va bien puisqu'on a encore des prix Nobel, des médailles Fields, etc. » Et quelque part, c'est peut-être un peu dangereux finalement qu'il y ait encore ces marques de reconnaissance très très fortes, parce que ça diminue peut-être un peu le fait que tout le monde réalise que vraiment il y a un problème, et que c'est le petit arbre qui cache la forêt. Qui cache la forêt délabrée des mathématiques françaises. Bon, c'est peut-être un peu too much. Il y a un documentaire assez intéressant, Pourquoi je déteste les maths, dans lequel on a une psychopédagogue en mathématiques, Anne Sietti, qui explique que souvent, et on l'entend, les jeunes ils disent je sais pas à quoi ça sert les maths, c'est abstrait. Et oui, c'est parfois enseigné de manière très abstraite, on fait des fonctions, on voit pas la réalité. Elle prend par l'exemple des dérivées secondes qu'elle met en analogie avec les toboggans, donc c'est la manière dont le jeune va tomber dans le toboggan, et elle explique qu'il faut du concret. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, Mélanie Guenet? Est-ce qu'on manque de concret, d'applicatif dans la manière dont on enseigne aujourd'hui les maths? C'est vrai que je repense moi à mes expériences avec les maths, quand on m'apprenait les dérivées, les intégrales, on m'apprenait une recette de cuisine sans forcément faire de pont avec ah bah tiens, la vitesse, etc. Et c'est bien après dans mon parcours que j'ai compris à quoi ça servait, mais au début pas trop. Oui, alors moi je vais rebondir un petit peu sur la question de pourquoi est-ce qu'il faut que ça serve à quelque chose. Alors c'est vrai que les maths elles servent partout, hein. C'est indéniable, parce que dans notre monde rempli de technologie, en fait, s'il n'y a pas de maths, il n'y a pas de technologie. Donc c'est indéniable que les maths sont concrètes, ne serait-ce que par les applications qu'on en voit tous les jours, à tous les instants. Néanmoins, dans le système scolaire, est-ce qu'on se pose la question de savoir à quoi ça sert d'apprendre à décortiquer un poème? On ne s'est jamais posé la question, ça fait partie de la culture générale. Donc on pourrait aussi avoir cette vision-là des maths comme culture générale, comme apprentissage de la structure de la pensée. Et en fait, il ne faut pas oublier ce champ-là qui est extrêmement important, qui permet, quelque part, qui permet de montrer une discipline où on s'exerce, on s'entraîne à l'articulation du raisonnement logique. Et en fait, ça nous donne ensuite des clés pour toute la vie, mais pas des clés au sens concret, dire est-ce que je vais utiliser mes tables de multiplication? C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est tout ce qui va être la gestion d'une organisation, de la planification d'une résolution de problème, vis-à-vis d'une tâche complexe. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Il y a une organisation à planifier. Et en fait, la structure du raisonnement mathématique, elle nous apprend, elle nous aide à construire ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit par concret. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Le toboggan, c'est concret pour des enfants. Oui, mais est-ce que ça aide à acquérir les savoir-faire qui vont permettre d'utiliser ça hors contexte? Oui, d'une certaine manière, mais pas que.
Donc il faut arrêter d'avoir cette vision trop utilitariste, de dire ok, il faut que les jeunes comprennent pourquoi les maths sont importantes. En fait, en elles-mêmes, les maths ont déjà une force. En elles-mêmes, c'est une manière de penser. Si j'avais discuté avec David Bessy, qui a écrit un livre l'année dernière, il dit les maths c'est la psychologie parce que c'est cette articulation à l'intérieur de l'esprit qui enchaîne des briques et qui construit une espèce de métalangage. Alors je vous ressors mal ces phrases, mais il n'a pas complètement... Enfin, moi, j'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça où on construit comme des briques de Lego et qui organise un raisonnement logique. Et donc, il ne faut pas oublier cette dimension-là qui est essentielle pour pouvoir ensuite développer notre esprit critique et qui est essentielle parce qu'on fait face à une masse d'informations qui est non triée et donc il faut aussi arriver à former des citoyens. C'est pour ça que le socle commun est vraiment indispensable, c'est-à-dire arriver à former des citoyens qui soient tous en mesure de pouvoir activer ces enchaînements logiques. Voilà. Après, l'aspect concret, c'est ce qu'on appelle souvent les maths-outils, c'est-à-dire les recettes de cuisine dont vous parlez. Dit oui, c'est un champ des maths qui est important, mais il ne faut pas oublier la partie raisonnement qui est celle qui donne accès à la compréhension des phénomènes, qui est fondamentale. Comme moi j'aime bien les maths, je vais faire alors je sais plus ce que c'est l'inverse d'une disjonction, une conjonction, non, ou une union en tout cas de vos deux pensées et de deux prises de parole que vous avez eues. Vous avez dans une tribune du Figaro, Mélanie, expliqué que le retour de 1h30 en classe de première des maths, c'était très bien, mais que c'était finalement un peu trop tard puisque les classements ils se basent sur ce qui se passe en primaire et puis au collège. Donc en fait, ça joue bien avant cette question des maths. Donc c'était une prise de parole que vous avez eue, je crois, dans une... Moi je n'ai pas dit ça, moi. Vous l'avez pas dit comme ça. Si, mais que finalement en fait 1h30 c'est bien. Mais en fait, ça joue avant, dès la primaire et dès le collège. J'ai pas dit qu'1h30 c'était bien. Ah, 1h30 c'est pas bien. Bon, alors on oublie le 1h30 c'est bien. En tout cas, ça joue aussi avant. Et ça, il y a des choses qui se jouent avant, bien sûr. D'accord, on va y revenir dans quelques instants. Bon, j'ai mal résumé, mais en tout cas, ça se joue avant. Voilà. Et de l'autre côté, dans le cadre de ces assises, Stéphane, vous avez dit, ok, bon, alors, vous l'avez pas dit comme ça, mais en gros, ce que j'en ai compris, c'est que ça se joue avant, mais qu'avant, il y a peut-être un problème, c'est celui de la formation des enseignants du premier degré face aux maths, puisqu'ils sont bien souvent issus, alors là c'est plutôt mon analyse, mais en tout cas ça a été pointé dans les assises, mais ils ont bien souvent des formations plutôt littéraires et donc ils doivent enseigner des maths en ayant une culture plutôt littéraire et c'est peut-être là aussi que ça coince à un moment. Voilà, oui, c'est effectivement, bon là il y a une très grosse majorité qui viennent d'études littéraires. En soi, ça ne serait pas forcément dramatique si d'une part on leur donnait la formation complémentaire pour, je dirais, combler les trous qu'ils ont eus et surtout si on arrivait... Bon, ils ont assez souvent eu, je dirais, des rapports un petit peu conflictuels avec les maths. Et effectivement, même si c'est involontaire, je pense que souvent, ils font passer l'idée que les maths, aux enfants, les maths, c'est dur, les maths, c'est pas marrant. Voilà. Alors que, par contre, le français, c'est super. Il y a parfois, voilà. J'ai pas envie peut-être de dire une bêtise, mais j'ai souvenir que parfois même, des exercices de maths, ça peut être une punition. C'est-à-dire, quand un élève est un peu turbulent, hop, on va lui sortir une grille de choses à faire en maths en lui disant, tiens, tu vas faire ça dans ton coin. Voilà, et c'est un peu parfois perçu comme une punition. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a des vrais problèmes, à mon avis, enfin, c'est reconnu, c'est pas juste mon avis, effectivement, de formation des enseignants et aussi de formation continue. Enfin, voilà, ça c'est vraiment un problème essentiel. Et comme vous le disiez tous les deux, il y a beaucoup se joue au tout début. Il faut être bien conscient que les petits-enfants, tous les parents le constatent et les enseignants aussi. Ils aiment les maths, ils adorent les maths, ils adorent le côté ludique des maths. Ils le perdent. Et ils le perdent, exactement. Voilà. Donc il faut vraiment tout faire pour qu'ils gardent cet amour des maths. Et c'est pas une question tellement de concret ou d'abstrait. À mon avis, c'est plus une question de côté ludique ou de côté, comme vous disiez, punition. Effectivement, il faut arriver à enseigner les maths comme un jeu, voilà. Et ça, quand on y arrive, ça va aller. Développer la curiosité, en fait. Développer la curiosité, ça veut dire que même si c'est un jeu ou pas un jeu, mais en tout cas, c'est l'ouverture d'esprit vis-à-vis des maths. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de frein ou d'angoisse. En se disant, c'est les maths. En disant, c'est des maths, j'y arriverai pas. Et c'est vrai ce que dit Stéphane, c'est souvent cette angoisse vis-à-vis des maths qui est vécue par des enseignants souvent qui proviennent de formations littéraires. Alors il faut moduler parce qu'en fait actuellement il n'y en a qu'un tiers qui avait fait un bac L et donc c'est pour ça qu'on est très inquiet avec la réforme actuelle parce qu'il y a presque une fille sur deux qui abandonne les maths dès la première et que là
on va passer de un tiers d'élèves, d'élèves futurs enseignants du primaire qui n'avaient pas fait de maths depuis la seconde à on va doubler, voilà, au moins doubler. Donc ça c'est très embêtant parce que c'est elles aussi qui transmettent dans les premières années le goût et l'amour des maths. Leur confiance en elles vis-à-vis de la discipline. Ou leur non-confiance. Ou leur non-confiance. Enfin, leur rapport affectif avec la discipline d'abord. Et c'est ça qu'elles transmettent aux enfants. En fait, c'est ça les premiers rôles modèles dont on parle des fois, quand on voit le rapport d'inspection. Le premier rôle modèle, c'est l'enseignant. Donc le rapport entre l'enseignant et sa discipline, il est déterminant ensuite pour transmettre ou pas le goût ou l'angoisse ou l'appétence ou la curiosité vis-à-vis de n'importe quelle discipline. Ça marche en maths, mais ça marche aussi dans les autres disciplines. On va parler de la réforme du lycée, justement, parce que j'ai, par abus de langage, par abus excessif, dit que vous étiez favorable et contente du retour des 1h30 en classe. Pour redonner des éléments de contexte, la réforme du bac arrive, les maths sortent du tronc commun pour la classe de première, et là, il y a eu... Et terminale, évidemment, ça devient une option, voire maths complémentaires si on a envie d'aller, maths experte si on veut aller encore plus loin. Cet été, on a dit, on les remet dans le tronc commun 1h30, ça vous va pas ? Eh ben non. Alors si vous lisez bien ce qu'on a écrit donc, dans le cadre de l'action au sein de la SMF et au sein du collectif Maths et Sciences, donc on a publié tout un tas de notes de synthèse pour expliquer quels étaient les impacts de la réforme sur la formation en maths et en sciences des lycéens et des lycéennes en particulier. Vous verrez qu'on avait expliqué qu'en fait il y avait plusieurs problèmes, qu'il y avait cet abandon massif des maths qui gênait pour l'apprentissage le socle commun, mais qu'il y avait aussi une baisse des effectifs scientifiques et là-dedans une baisse de la part des filles dans toutes les filières scientifiques. Et comme on a déjà un problème majeur de représentation féminine dans les filières scientifiques fondamentales, maths, info, physique, sciences d'ingénieur, eh bien la baisse de la part des filles dans les filières scientifiques, elle est dramatique au niveau si elles. Mais c'est 1h30. Et bien justement, c'est 1h30, elles n'agissent pas sur ces publics-là. D'accord. Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Mais les 1h30, elles sont pour tous, du coup. Tout le monde va retrouver 1h30. Non, elles ne sont pas pour tous. Non, parce que ça... Alors, d'abord, elles ne sont pas pour tous. Et puis, quand bien même elles seraient sur tous, de toute façon, elles ne changent pas la représentation filles-garçons et la baisse des effectifs scientifiques. C'est 1h30, ça ne fait pas un scientifique, on est bien d'accord. Ça donne un peu de culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Donc, ce qu'il faudrait faire concrètement, c'est rendre les maths plus équitables. Plus équitable, ça veut dire qu'on offre la même chose à tous les élèves sans leur donner le choix d'éviter la discipline, puisqu'en fait, quand on évite la discipline, on crée des impasses. On crée des impasses, c'est-à-dire qu'on ferme des voies d'accès dans le supérieur. Plein. Mais en fait, ça, on ne le voit pas très bien. Et surtout, quand on a un élève de 15 ans, on a autre chose à penser que de savoir si ça nous ferme des portes ou pas. Donc, si on veut rétablir un peu d'équilibre, je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes. Mais il y a un vrai problème au lycée actuellement qu'il faut d'abord résoudre pour ensuite pouvoir agir, vous voyez, sur les enseignants du primaire. Donc les 1h30, c'était une espèce de cache-misère. Voilà, c'est un cache-misère. Donc si on offrait 4 heures à tout le monde, et puis après, avec des disciplines au choix, et ben là, on aurait... En fonction des besoins des élèves, tout le monde pourrait accéder à un niveau de connaissance suffisant, se remettre en confiance, et on pourrait éventuellement parler du module de réconciliation que mentionnait le rapport Torossian-Villani. S'il y a besoin de réconcilier, parce que souvent, en fait, il y a plus de la peur et de l'angoisse que de la réconciliation. Ben voilà, moi qui croyais que c'était bien les 1h30, en fait, ça cache beaucoup de choses. En guise de conclusion, Stéphane Jaffard, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous regardent pour leur redonner goût aux maths, en tout cas, ou pour les jeunes? Il y a beaucoup de carrières à faire grâce aux maths, il y a beaucoup de belles opportunités, notamment pour les jeunes filles. Il y a beaucoup de choses à faire avec les maths. Oui, alors les maths, et ça a été l'une des conclusions principales des assises, c'est que c'est vraiment un domaine qui est en pleine explosion. Les applications des maths dans toutes les sciences sont en train vraiment d'exploser. Il y a des disciplines entières qui sont en train de se mathématiser, des disciplines qui sont vraiment à la pointe de la science. Par exemple, la biologie, c'est en train de devenir une science qui est vraiment très, très mathématisée. Voilà, donc il faut savoir que faire des maths, déjà, il ne faut pas avoir peur des maths, ça c'est le premier point. Effectivement, les maths, il faut, comme je le disais, réinstaurer l'aspect un petit peu ludique des maths. Et
c'est également une voie d'accès pour des multiples carrières. Donc je pense notamment dans les intervenants aux assises. On avait eu Valérie Masson-Delmotte qui a expliqué l'importance des maths dans tous les sujets liés à l'écologie, au réchauffement climatique, tous les aspects modélisation. Il faut savoir que tout ça, c'est utilisateur de maths. Les maths sont vraiment au cœur de tous les problèmes de la transition énergétique. Donc il faut que les jeunes se disent, les maths, ça ne ferme, ça ouvre surtout, en fait. Ça ouvre des portes, des maths et encore des maths. Stéphane Jaffard, Mélanie Guenet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et d'avoir parlé maths et d'avoir désacralisé aussi le rapport qu'on a aux maths. Je vous propose qu'on passe une courte pause. Vous pouvez peut-être sortir une grille Sudoku pendant ce temps-là et on se retrouve juste après pour la suite du Grand JT. De retour dans ce Grand JT de l'éducation, toujours pour vous faire suivre un petit peu les tendances et l'actualité de ce secteur. Et on va parler d'une très belle initiative dans notre bon point du jour. Comment faire des jeunes, des futurs peut-être scénaristes, et même pas futurs, des actuels scénaristes. C'est vrai que les rapports le montrent, ils consomment de plus en plus de fiction. Ils passent, je crois, et on en parlera dans quelques instants, mais quasiment 7 heures par jour devant les écrans. Comment rentabiliser ce temps pour qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière tout ce qu'ils peuvent visionner. C'est tout l'objet d'un concours à l'initiative du Centre national du cinéma et de l'image animé, le CNC, écrit ta série, et on va parler un petit peu de comment ce concours est reçu par les jeunes avec vous, Hugues Callot. Bonjour. Bonjour. Vous devez être fondateur de CEAL Prod et vous venez nous parler un petit peu de l'accompagnement que vous avez fait avec des jeunes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être est-ce que vous pouvez nous redessiner un petit peu ce concours Écris ta série, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ? Alors, Écris ta série est un concours qui en est à sa 2e édition, qui a débuté donc en 2020. Cette année, donc, il accompagne donc des écoles à la fois de métropole et des dom-tom. Je ne connais pas le chiffre exact des établissements concernés, mais on s'adresse à la fois à des établissements scolaires et des structures extrascolaires. Donc en fait, il s'agit de cet événement en fait s'inscrit dans le cadre des missions du CNC, d'éducation à l'image, et c'est un défi qui est organisé en partenariat avec l'Éducation nationale. Donc dans ce cadre, j'ai été mandaté, sélectionné, ma structure, CEAL Prod, a été sélectionnée pour accompagner 3 écoles de la Gironde, avec des classes qui vont de la 4e jusqu'à la terminale. Et c'est une aventure vraiment intéressante puisqu'on a d'ores et déjà, on est un petit peu au milieu du gué et on a déjà de très bons travaux réalisés de la part des élèves. On va y revenir. Vous, votre structure, c'est une boîte de production. Du coup, vous avez l'habitude de travailler sur ces domaines-là, de la fiction, de la série. C'est des choses qui vous sont habituelles ? Alors, ce n'est pas une société de production. Je suis en fait c'est un outil. La structure a été développée tout un outil d'écriture qui s'appelle CEAL Studio, qui est à la fois donc une plateforme de création d'histoires, d'auto-édition de livres et de formation à l'écriture créative. On fait le pari donc d'utiliser l'écriture pour développer des compétences multiples, donc qui ne se limitent pas uniquement à l'apprentissage des règles de grammaire et de l'orthographe, puisqu'à travers l'écriture créative, on peut développer beaucoup de choses, beaucoup de soft skills, comme on dit aujourd'hui, donc créativité, capacité à argumenter, esprit critique, par exemple. Ce qui est intéressant de voir dans le cadre de ce concours, c'est qu'en fait, le rendu, ça n'est pas que le scénario d'une série, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ce qui entoure ? Je crois qu'on appelle ça parfois la Bible qu'il y a autour d'un projet de série. Alors la particularité de ce défi, c'est qu'en fait, on s'inscrit vraiment dans une optique professionnelle. C'est-à-dire que l'objectif est vraiment d'amener les élèves à réaliser un projet d'écriture et à constituer donc des documents qui vont être transmis au CNC. Il y aura donc les documents, ce seront effectivement la Bible, qui est en fait la présentation, le document professionnel qu'on adresse à une société de production pour exposer l'idée d'écriture, le découpage donc de la série, des éléments d'arche, c'est-à-dire d'intrigue, les personnages. Et donc avec ce document,
Les élèves devront fournir également donc une continuité dialoguée, donc un scénario concernant le premier épisode de la série. D'accord, donc il y a vraiment du travail autour. On imagine, enfin en tout cas ce que je pense que les gens chez eux imaginent et ce que j'ai en tête, que quand on arrive comme ça dans des établissements scolaires, qu'on dit on va écrire une série, on va écrire un épisode, la première réaction c'est chouette, ça va être hyper rapide. Enfin voilà, un épisode Netflix c'est quoi? C'est Netflix ou autre, hein. Il y a plein d'autres plateformes, mais allez, c'est 25 minutes, 50 minutes, c'est pas si long que ça. Est-ce que c'est ça, d'abord la réaction et puis après, petit à petit la prise de conscience que non, c'est hyper créatif et que ça demande du temps pour un rendu de 25 minutes, il y a des mois, voire des années de travail? Alors, on n'en est pas sur 25... c'est un travail long quand même, c'est pas si facile que ça d'écrire. Donc l'objectif d'abord, c'est de placer les élèves en posture de créativité, d'imaginer. C'est pas forcément quelque chose qu'on leur demande dans le cadre des cours, où ils ont plutôt... il y a un programme à dérouler. Et donc là, c'est vraiment l'idée de développer une créativité, aussi de les faire travailler donc, en groupe, sur un projet, donc avec un but. Et je dois dire que le fait de présenter l'objectif d'un défi, donc une sorte de petite compétition quelque part, avec une remise de prix qui aura lieu donc au mois de juin, juillet, donc au CNC pour les dossiers finalistes, est quelque chose d'assez motivant et auquel les élèves se prennent au jeu. Et comment on fait émerger justement la créativité sur ce public assez jeune, puisque on peut apprendre à être créatif, il y a des leviers, qu'est-ce que vous leur mettez en place? Alors, les leviers, on travaille beaucoup à partir de... Alors, le premier enseignement, le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est que la créativité, l'écriture, en fait, peut être menée par n'importe quel élève, même ceux qui, a priori, sont un petit peu éloignés de la pratique écrite. En fait, ils ont déjà les codes donc, de la scénarisation à travers les séries qu'ils regardent sur les différentes plateformes. Donc, il n'y a pas tellement de difficulté à leur faire comprendre comment ça fonctionne. On a un conducteur qui est très bien fait, qui est fourni par le CNC, qui nous permet vraiment d'établir une progression dans les ateliers. On a commencé par présenter différents exemples de séries assez variées, diverses, pour les amener à les faire rentrer un petit peu à travers de l'image dans cette créativité. Et après, donc... on développe cette créativité à partir d'images qu'on constitue, à partir de banques d'images qui vont venir étayer les projets d'écriture. Et après, c'est l'objet de dialogue entre moi et puis l'enseignant qui m'accompagne avec les élèves pour les faire avancer, un petit peu les challenger sur leur projet. Alors justement, vous parliez un peu de ces projets qui sont en train d'avancer. Qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que les élèves que vous accompagnez, ils sont plus friands de polar? Parce qu'on sait que par exemple, la production française aujourd'hui, c'est beaucoup de films policiers à intrigue parce que ça fait beaucoup d'audience. Est-ce qu'au contraire, ils sont plus dans des univers fantastiques? Qu'est-ce qui se dégage comme tendance dans ce que vous voyez? Alors, fantastique, pas tellement. Polar, oui, un petit peu. Il y a pas mal de séries assez psychologiques, avec vraiment un aspect psychologique assez fort. Avec des thématiques qui sont... j'en ai un par exemple qui s'appelle Double Vie, qui est un projet développé par un groupe d'une classe de première, en fait qui va dérouler les aléas de jeunes étudiants qui se retrouvent tout à coup dans une cité universitaire, donc avec des parcours, ils sont issus d'origines très diverses, et le thème général est vraiment la question de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussir aujourd'hui, en marge un petit peu des schémas un peu trop classiques qu'on veut nous donner par rapport à cette question de réussite. Donc on amène à les faire réfléchir quelque part, et c'est quand même très instructif, tout en restant très frais, parce que ils ont beaucoup de spontanéité aussi par rapport à ça. C'est quoi aujourd'hui les références qu'ils ont en termes de séries? De quoi ils parlent? Je sais pas, moi de mon temps par exemple, c'était les soap-opéras sur TF1, Le Destin de Lisa, Plus belle la vie, Kaamelott, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une espèce d'uniformisation sur tout ce qu'il y a sur Netflix par exemple, ou est-ce qu'ils vous surprennent dans les références qu'ils peuvent avoir? Alors il y a des références qui sont effectivement liées à Netflix, enfin des plateformes comme ça. Le soap-opéra, ça revient un petit peu notamment dans cette série Double Vie, où on a vraiment un espèce de huis clos, donc avec des personnages au sein de la cité universitaire, avec chacun des problèmes à résoudre.
il y a quand même pas mal de séries aussi, d'idées liées à avec pas mal d'actions, quelques-unes. Pas mal de courses-poursuites, des choses comme ça. On a des choses comme ça. Des enquêtes policières aussi, pas mal. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, oui. Moi, j'avais été fasciné il y a quelques années. J'avais assisté à des visionnages de dessins animés qui sont faits aujourd'hui pour les enfants. Ce qui m'avait marqué, c'est que par rapport aux dessins animés que j'ai connus il y a un peu plus longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, tout va très vite. Il y a des effets partout, vous parliez, il y a des effets, ça bombarde, ça nanana, et même moi j'ai eu un effet quasi épileptique, je me disais mais mon Dieu, ça va super vite. Est-ce que c'est quelque chose aussi, j'imagine, qui les a bercés? Est-ce que ça se ressent dans la scénarisation où ils ont envie qu'il y ait plein d'intrigues de partout, que ça pète, ou est-ce que ça va, ils sont un peu plus sur le temps long? Alors, on les a calmés un petit peu parce que beaucoup voulaient créer leur série, localiser leur série, notamment aux États-Unis. Bon, c'est quelque chose qui inspire beaucoup. On leur a fait vraiment, on a attiré leur attention sur le fait qu'il fallait maîtriser son sujet. Et ça supposait, soit d'avoir voyagé dans des pays comme ça, ou pour pouvoir en parler, pouvoir créer un contexte, une ambiance. Alors, beaucoup sont revenus sur plutôt des séries qui se déroulent ici en France, notamment dans le cadre de leur lycée ou de leur collège. Il n'y a pas d'effets spéciaux vraiment, ça rentre pas du tout en ligne de compte. On est vraiment sur un travail plutôt de psychologie, de progression, de construction d'une trame narrative qui fonctionne, donc avec de vrais personnages et des interactions, et c'est ce qui fait la richesse quelque part du travail, puisqu'on a vraiment quelque chose avec une consistance de personnages. Et les gagnants, est-ce que leur projet va être tourné sur un pilote? Est-ce que c'est ça la finalité? C'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, dans la salle, lors de la remise des prix, il y aura quelques producteurs chargés de programme. Et on peut supposer que s'ils sont là, c'est qu'ils sont toujours à l'affût de bonnes idées. Et ben voilà, hâte de découvrir en tout cas ces beaux projets qui sont menés. Merci Hugues Callot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de CL Prod et que vous accompagnez donc ces jeunes sur ce projet Écris ta série. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver les enfants et de leur donner la parole. Alors là, on est allé leur parler d'un sujet beaucoup plus terre à terre que la série C'est Parcoursup. Depuis hier, ça y est, c'est la fin de la période d'inscription des vœux. C'est plus possible, on ne peut plus rien mettre sur la plateforme. Maintenant, il faut confirmer son vœu jusqu'au 6 avril. Pour les retardataires, il y a une procédure complémentaire qui aura lieu dans quelques mois, mais c'est quasiment déjà trop tard. Est-ce qu'ils sont stressés, angoissés par Parcoursup, ou est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt sereins? Et surtout, est-ce qu'ils ont tout compris sur ces étapes qui peuvent parfois rendre un peu fou? C'est tout de suite, c'est dans Regard d'enfant. Je suis actuellement en terminale, donc j'ai dû remplir Parcoursup qui a terminé hier soir. Les élèves vont enregistrer leurs vœux, donc ils vont aller sur les écoles qui ont été enregistrées sur le site Parcoursup. Donc ça marche en vœux et en sous-vœux. Une fois qu'ils les auront choisis comme vœux, ils vont déposer leur dossier, constitué d'une lettre de motivation, de leurs notes des 3 trimestres de première, des 2 trimestres de terminale. Là, mes choix pour Parcoursup, je ne les ai pas encore inscrits vu que je suis encore qu'en première. Mes profs ont pris en compte les choix que je voulais faire, dont les 2 premiers, c'est du coup Sciences Po et la Sorbonne. J'ai fait mon Parcoursup il y a quelques jours. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça trop compliqué. Une fois qu'on est classé, on pourra ainsi voir si on est accepté ou non dans l'école, et selon les écoles, nous devrons passer des entretiens ou des examens. Moi, j'ai pas eu trop de choix difficiles à faire parce qu'en fait, je savais à peu près qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais aller. Donc maintenant, j'attends les résultats. J'ai pas encore eu de résultats. J'ai trouvé que Parcoursup était plutôt simple à utiliser. Il y avait plein de choix, plusieurs filtres et c'était facile. Pourquoi c'est un casse-tête Parcoursup? Parce que les élèves sont classés par rapport à leurs notes. Mais en fait, le classement est très bancal. Par exemple, l'élève qui a des très bonnes notes, il peut être classé 500e. Et l'élève qui a des un peu moins bonnes notes, il peut être classé 300e. Merci beaucoup les enfants pour cet éclairage sur Parcoursup, mais la procédure continue. Il y a même une procédure complémentaire pour celles et ceux qui auraient loupé le coche. Tiens, allez tout de suite, c'est l'heure de l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Toujours suite et fin à cette interview avec Indira Ampio. Vous savez, c'est Miss France 2023. Elle nous parle de son rapport à l'école et elle a des révélations à faire. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission où on va parler spécifiquement de l'école. Okay. Pour toi, l'école, c'était quand même il n'y a pas très longtemps. Et oui. Quel regard tu portes sur l'école, justement? Telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, quel regard je porte sur l'école? Écoute,
Par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que ça a fait un changement. Parce qu'on a eu le changement par rapport au lycée déjà, au niveau des spécialités. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait les filières S, E, S, L. Et puis d'un coup, moi, quand je suis arrivée au lycée, ça, ils ont changé. Ils se sont dit, bon, ben, c'est l'année d'Indira, on va changer. Non, bon, je rigole, mais... Dédicace. Non, mais bon, enfin... Tu aurais préféré avoir des filières, par exemple? Bah, en fait, non. Ah. Non. Bah, j'étais bien... En fait, j'étais vraiment contente de voir qu'on a vraiment le choix maintenant. C'est vrai que moi, en première, j'ai vraiment hésité au début parce que je ne savais pas quoi choisir, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est vraiment à partir de la terminale où j'ai vraiment compris ce que je voulais faire vraiment. Et c'est vrai qu'au début, je me mettais un peu la pression. Je me disais, mais bon, si je choisis ça, peut-être que je ne pourrais pas m'orienter vers ça. Si je choisis ça, peut-être que je ne pourrais pas faire ça. Et après, je me suis dit, bah, pas du tout. Dans tous les cas, si c'est ce qui me plaît, je vais prendre vraiment quelque chose qui va me plaire et je vais me concentrer pleinement. Et après, on verra bien la suite. Dans tous les cas, on peut se reconvertir dans d'autres choses. Donc c'est vrai que moi, au début, j'ai pris vraiment les matières les plus basiques. J'avais pris maths. Alors que t'aimes pas. Alors que je n'aimais pas du tout. J'avais pris maths, SVT et SES. Je me suis dit, c'est un mélange entre ES et S. Un bac supragénéral. Voilà. Je me suis dit, on va faire ça. Et après, c'est vrai que quand j'ai fait les premiers cours de maths, j'ai dit, bon, ok, ça, c'est pas pour moi. Donc, j'ai changé, j'ai pris histoire. Et vraiment, j'ai adoré. Et comme quoi, on peut changer. Et ça m'a fait... ça m'a rassurée, pour le coup. Et vraiment, grâce à l'histoire, parce que c'était histoire géosciences politiques, je m'amusais. Et ça m'a fait plaisir, en fait, de comprendre tous les cours, d'être vraiment à fond dedans. Et j'avais que des bonnes notes dans cette matière. Donc, ça m'a permis de voir que, justement, on peut changer et... passer au-dessus, donc j'étais vraiment contente de voir qu'on pouvait choisir. Tu aimais ce qu'on t'apprenait en fait. Vraiment, en fait, j'avais vraiment l'envie d'apprendre et je ne le voyais pas comme un cours. Je le voyais plus. En plus, c'était très ciblé, c'était sur quelque chose qu'on vivait en même temps, parce que par exemple, la conquête spatiale, pendant que je faisais le cours de la conquête spatiale, on en parlait. Pendant qu'on parlait de la guerre d'Algérie, parfois ça revenait aussi. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de très large et souvent c'était relié à ce qu'on faisait. Donc ça m'intéressait beaucoup. Tu trouves que l'enseignement était de qualité, que tu as reçu? Ah bah complètement. Et d'ailleurs vraiment, parce que je suis sur le micro, et d'ailleurs vraiment, même par rapport aux professeurs, parce que j'avais un professeur d'histoire et de sciences politiques, mais lui c'était le meilleur. Enfin, clairement c'était vraiment le meilleur. Et il vivait avec nous le cours. C'est pas un cours très littéraire où on lisait beaucoup, on faisait... Bon, c'est vrai qu'il y avait les dates, il fallait apprendre les mots-clés, il fallait apprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression d'être dans un cours où c'était forcé. C'était vraiment... On vivait le cours et il a un moyen de faire ses cours, d'aider les jeunes à apprendre, qui est juste exceptionnel. Et j'étais vraiment contente. Et d'ailleurs, toutes mes copines, parce que j'ai une copine avec qui je partageais le cours et tout, et on était à fond dedans. Limite, si on pouvait devenir prof, on était avec le monsieur. C'était trop bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi? Est-ce qu'il y a déjà, tu penses qu'il y a quelque chose à changer dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui? Comment dire? Je pense que la vie est partagée. Après, moi, par rapport avis à toi. Ouais, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est vrai que au niveau de la première, c'est le moment où on choisit vraiment les 3 spécialités. Et c'est vrai que pour le coup, nous, on n'avait pas beaucoup d'accompagnement par rapport à ça. Dans le choix des spécialités? Ouais, dans le choix des spécialités, parce que bon, c'était les premières années, donc même certains professeurs ne savaient pas comment ça se passait. Ils faisaient l'expérience. On était tous dans l'exercice, on était vraiment l'année... test. L'année test. Franchement, c'était vraiment l'année test. En plus, c'était pendant la période Covid, donc c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'accompagnement et on se disait que si on choisissait ça, on ne pouvait pas faire ça. Alors que pas du tout. On pouvait vraiment... Tu aurais aimé qu'on t'aide plus là-dessus, dans le choix, qu'on t'explique davantage. J'aurais vraiment aimé qu'on m'explique davantage. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ont justement cru qu'on ne pouvait pas changer et qui, au final, se sont retrouvées dans des situations assez compliquées, qui ont fait des choses qui... Par exemple, j'ai une amie qui a fait des études scientifiques, alors que ça l'intéressait pas trop. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, je pense, mettre des tests en place pour justement que chaque personne choisisse ce qui leur plaît le plus, parce que moi, j'avoue que c'était quand même compliqué. Et heureusement, après, j'ai pu changer et vraiment, ça m'a aidée, mais c'est vrai que c'est compliqué pour certains. Tu as pu changer l'année d'après ou en cours d'année? En cours d'année, heureusement. J'ai pas fait de maths. Ah oui, j'ai pas fait de maths. Hein. Limite, bon, après, on a les matières, l'enseignement scientifique, où on fait quand même 2 cours de maths. Donc j'ai fait 2 cours de maths dans l'année, mais sinon, c'est tout. C'est quoi pour toi l'école de demain?
L'école de demain, je pense que l'école de demain n'est pas vraiment différente de l'actuelle. Je pense que l'école de demain, c'est un peu une école où tout le monde a le choix, a le droit aussi de choisir ce qu'il veut faire, et ça, justement, avec une aide. Et je pense que l'école de demain, c'est une école où on s'amuse tous et on a envie d'y aller pour apprendre, et ça ne nous dérange pas, en fait, d'apprendre. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas d'apprendre. C'est traditionnel, en fait. Tu ne vois pas une école futuriste? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'il faut quand même garder certains codes. Après, l'école, on ne peut pas vraiment changer l'école. Hein. L'école, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour faire du relationnel, c'est fait pour avoir des amis aussi, parce que moi, c'est à l'école que j'ai rencontré tous mes amis. Donc je pense que l'école, c'est aussi ça. Et l'école, c'est aussi pour nous préparer. Je pense que c'est important de mettre en place peut-être des activités justement pour préparer les jeunes à la vie active. Ce serait quoi comme activité? Je sais pas, je sais qu'avant on faisait beaucoup d'activités. Moi, c'est ma mère qui m'expliquait ça un peu, et puis ma grand-mère aussi, où on faisait beaucoup d'activités pour nous mettre dans la vie active, pour nous faire entrer dans la vie active. Par exemple, certaines personnes apprenaient à faire, je sais pas moi, des ateliers de bricolage ou des trucs comme ça. Bon, des activités pratiques, en fait. Oui, des activités pratiques et qui vont nous servir justement. Des activités... De manière immédiate, quoi. Oui, par exemple, imaginons on va dans un entretien d'embauche. C'est vrai que souvent on n'apprend pas vraiment ça à l'école. On ne sait pas comment faire. On a certes des séances... On a certes des séances d'oral, mais c'est vrai que à l'oral, c'est pas la même chose, faire des exposés plutôt. Parce que toi, tu en as eu justement des exercices pour l'oral avant de te préparer à Miss France notamment. Oui, j'ai eu, même moi, déjà au lycée, j'aimais beaucoup l'oral. Donc je parlais tout le temps, j'adorais les exposés, donc ça m'a aidée. T'étais une oratrice? Oui, j'aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'après, pour me préparer à Miss France, je m'entraînais devant le miroir à parler, à faire des exercices comme ça. Et ça, c'est pas vraiment à l'école que je l'ai appris. Donc ça aurait été bien de mettre des activités un peu comme ça à l'école pour que justement on soit plus à l'aise, parce que c'est carrément un changement. Moi j'ai des copines qui sortent du lycée, qui vont directement faire leurs études dans la vie active, parce qu'il y en a qui font une alternance. C'est vrai que pour elles c'est un peu compliqué parce que ça change carrément. Indira, c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, la pipelette était de retour. Non, merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Et oui. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, et à la semaine prochaine pour de nouvelles interviews. Tout de suite, c'est l'heure du meilleur de School TV avec le Zap. Ce qui vous révolte, et je ne sais pas si le mot est très juste parce qu'on vous décrit, et on le voit ici comme quelqu'un de plutôt doux, plutôt posé, c'est que quand on ne croit pas aux élèves, quand les adultes ne croient pas aux élèves, quand on les dénigre, on est sûr de les enfoncer dans le trou. Et ça vous énerve. Oui. Et alors il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà, on va commencer par le départ. On manque d'enseignants en France. Moi, ma sœur est prof de maths, et une fois, elle m'a appelé. Elle m'a dit, s'il te plaît, tu peux pas venir parce que ça fait 2 mois que les élèves n'ont pas cours dans Paris. On trouve pas d'enseignants. Alors moi, les maths, non, mais c'est une blague. Oui, mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc, on est quand même dans une époque où on ne trouve pas d'enseignants. Et voilà, ces élèves, c'est terrible. Donc voilà, il faut penser à eux. Et c'est des métiers tellement beaux. L'idée de ce film, au tout départ, l'idée de faire un film sur le métier d'enseignant qui met à l'honneur ce métier, elle m'est venue le jour de l'enterrement de ma grand-mère, où j'ai vu des gens débarquer un peu de partout qui ne faisaient pas partie de ma famille. Grand-mère qui était prof. Ma grand-mère. Et à ce moment, donc je ne comprenais pas ce que faisaient ces gens-là. Et ils ont pris la parole. En fait, c'était ses élèves. Et ils venaient tous la remercier parce qu'elle les avait aidés à trouver leur voie. Elle leur avait appris plus qu'un programme scolaire, mais elle les avait aidés à s'émanciper, à se construire. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ce métier, en fait, il est tellement important, quoi. Et moi-même, il y a des profs qui m'ont marqué dans ma scolarité. Et voilà, c'est un métier magnifique. Et le fait qu'on manque d'enseignants, c'est dramatique. Je trouve ça terrible. Vous nous dites aujourd'hui, tous les deux sur ce plateau, Amaury et Caroline, que l'empowerment des femmes dans la tech est une urgence. On ne peut que plus, soyez évidemment ce cri du cœur, mais on l'appuie avec des chiffres, avec un guide très précis. C'est édité justement par 15 Tech et par Figure. Les écarts de salaire entre hommes et femmes, qu'en pensent les principales concernées? Vous leur avez posé la question. C'est une étude européenne que vous avez menée justement pendant plusieurs semaines. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin
besoin d'avoir des données claires pour pouvoir faire progresser évidemment le sujet. Et les chiffres sont éditions. 74% des Françaises interrogées se sentent sous-payées. Les femmes entrepreneurs se paient en moyenne 25% de moins que leurs homologues masculins. Effectivement, j'ai fait le test sur Figures et je peux vous garantir que je ne suis même pas au 30e percentile de ce que se payent les entrepreneurs masculins. Donc effectivement, c'est assez intéressant de le noter, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui des écarts de salaire. Donc si on parle, c'est intéressant de bien situer l'écart non ajusté. Donc ça veut dire qu'il comprend en fait le fait que vous n'allez pas forcément progresser dans votre carrière. Donc qui aujourd'hui situe du coup la moyenne européenne à peu près à 19%. Alors en France, on est un peu moins mauvais élèves, on est à 15%. Donc dans cette pour moyenne, une fois, on a de la chance. Hein. Voilà. Et le mauvais élève de l'Europe, parce qu'on le compte encore en Europe, c'est la Grande-Bretagne, à 26%, avec un écart de salaire pour les métiers de software engineer, donc de métiers de développement, de plus de 20%. Donc ils sont vraiment très loin. Et pourtant, ils ont permis de faire légèrement progresser, puisqu'ils ont progressé de 4 points. Donc ils étaient très 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 loin l'année dernière. Et ce qui fait que l'année dernière, on était à 19,6 en tout et on est passé à 19. Donc légère progression quand même sur la différence. Mais si on doit comparer avec la moyenne européenne globale, elle est à 13%. Donc on voit que la tech est quand même au-dessus en termes de problématiques d'écart de salaire. Irina. Oleg, quel est le rythme scolaire en Moldavie? Est-ce qu'il ressemble à celui de la France? Vous avez cours du lundi au vendredi, le matin et toute l'après-midi? Au niveau de jour, oui, c'est du coup à partir de lundi jusqu'à vendredi, mais c'est pas. Enfin, mon expérience au lycée général, c'était 8h, 18h, donc c'était assez lourd. À Moldavie, c'est maximum 15h. Mais après, ça varie. Mais en tout cas, on commence toujours à 8h du matin, parfois à 8h30, et on en finit à 13h, 14h, au maximum 15h, pas plus tard. Gabriela, on le disait, on a l'impression que l'éducation est devenue une priorité du gouvernement. Ça se traduit comment, justement, au sein de ce système éducatif? Et vous, comment vous l'avez ressenti pendant vos années d'études? Du coup, j'ai fini mon lycée il y a 4 ans. Et après ça, certaines réformes ont été faites concernant le système éducatif moldave. Je sais qu'il y a des étudiants qui peuvent choisir les matières sur lesquelles ils veulent se concentrer davantage pour le futur métier. Mais en revanche, c'est positif car ils ont la possibilité de choisir ce qui les passionne. Mais à mon avis, il y a quelques limites qui sont fixées qui rétrécissent le spectre éducatif. Il est plus efficace, je pense, et ça c'était dans mon avis, quand il a des connaissances approfondies sur différents sujets et matières scolaires. Une des solutions qui est apportée, c'est par vous, Amaury, et par Preligence, la start-up et scale-up de l'IA, qui met justement ces technologies d'intelligence artificielle au bénéfice du secteur de la défense. Vous avez réussi à obtenir un gender gap salarial, je le dis en franglais, c'est très beau, de 0%. Réussir à une neutralité finalement salariale, égalité entre hommes et femmes, c'est donc possible. Vous nous le prouvez. Oui, tout à fait. Alors, c'est possible, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si vous voulez réussir à effectivement neutraliser ça, je pense qu'il faut trouver des moyens assez concrets, assez rapides de neutraliser les biais et les effets qui mènent à avoir, in fine, ces différences de salaire qu'on ne sait pas expliquer, parce que c'est bien tout le problème, c'est de se rendre compte que 2 personnes à compétences égales, à travail égal, vont avoir 20% d'écart de salaire parce que l'un est un homme et l'autre est une femme. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose effectivement qui paraît assez impensable chez nous. Et pour ça, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Je pense que la première déjà, et je pense que c'est aussi dans l'impulsion que les fondateurs vont mettre dès le début, c'est d'avoir une présence RH très forte très tôt. C'est assez bête à dire, mais finalement, nous, on a une VP RH quand même depuis que la boîte fait 30 personnes, avec des sujets du coup de mettre le collaborateur dans un bon cadre pour faire son travail, qui me semble être la base même en fait de tout ce qu'on peut faire après. Ouais. Il y a un petit côté pyramide de Maslow, si vous n'avez pas la base, vous n'aurez pas le reste. Mm-hmm. Ensuite, sur les salaires des femmes dans la tech, alors nous on a la double difficulté d'être à la fois dans la tech, mais aussi un peu dans la défense. Oui. Deux secteurs où déjà les femmes ne sont pas forcément les plus représentées.
Et donc nous aujourd'hui on travaille sur 2 fronts là-dessus, donc à la fois sur celui du salaire et aussi de l'inclusion des talents féminins dans la tech. On parlait tout à l'heure des femmes qui n'osaient peut-être pas négocier leur salaire à l'entrée. On va en reparler en détail dans un instant parce que c'est un chiffre notamment qui est édifiant dans l'étude. Oui, tout à fait. Non, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui peut se contrer de manière assez, entre guillemets, simple, alors pour peu que tout le monde joue le jeu, en mettant un modèle, nous c'est ce qu'on a fait, on a mis un modèle financier, un modèle salarial, qui est assez inflexible et à dessein. Puisque justement chez nous, quelqu'un qui rentre chez nous, il va avoir une offre qui sera basée sur un calcul scientifique, des attendus qu'on a, du nombre d'expériences de la personne. Ça fait un salaire. Ce salaire, il n'arrive ni à la hausse ni à la baisse. Donc, pas de négociation possible ni pour les uns ni pour les autres. Guinadi, est-ce qu'il y a assez de professeurs? Est-ce que l'école est véritablement pour tous en 2023 en Moldavie? Est-ce qu'il y a assez de professeurs et sont-ils assez formés? Le métier de la place de professeur n'est pas suffisamment valorisé comme un peu partout dans le monde. La première cause du manque de professeurs est l'image de la profession et la Moldavie ne fait pas exception puisqu'il y a une pénurie annuelle de presque 2000 enseignants. Presque dans toutes les matières. C'est un métier qui est devenu un peu ingrat et sous-payé et déconsidéré par la société. Et c'est le professeur qui doit subir les mutations, les réformes de programme ou bien les réformes pédagogiques permanentes. Donc, bref, l'image de l'enseignant est défavorisée dans la société. Et le corps enseignant est très souvent accusé d'être le seul responsable de l'échec des systèmes éducatifs. Et en effet, cette dévalorisation ressentie par les enseignants à l'égard de leur profession est profonde. Parce qu'il y a une cinquantaine d'années, ou bien même il y a 20 ans, le professeur était important, était respecté et bien rémunéré. Maintenant, les choses ont changé et la plupart des enseignants ne s'estiment pas valorisés, surtout par la société. Mais malgré ça, notre ministère de l'Éducation et de la Recherche essaie de mettre en place plusieurs actions juste pour rendre le métier d'enseignant plus attractif. Il y a une aide financière, par exemple, accordée aux jeunes spécialistes, mais une aide assez importante pour 3 années en début de leur carrière. Mais d'habitude, cette aide est pour les profs qui sont répartis dans des zones rurales. Et les jeunes, très souvent, ont du mal à se projeter dans l'avenir, puisqu'il y a le nombre d'élèves est en décroissance permanente et ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, justement du point de vue professionnel. Ils refusent d'habitude et ils préfèrent plutôt être dans une ville ou bien plutôt dans la capitale qui leur offre beaucoup plus de perspectives. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation, toujours canal 247 des Freebox et puis évidemment schooltv.com et les réseaux sociaux pour nous retrouver lundi. Elle reviendra, je l'espère pour elle, toute bronzée. Ça sera Virginie que vous retrouverez ici pour le grand JT de l'éducation. Merci aux équipes, à la réalisation aujourd'hui c'était Mani, au son Alexis Ousta Bassidis, au make-up Laure Audemont et puis évidemment Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Passez un excellent week-end, faites un peu de maths, ça fait du bien, un peu de gymnastique, des dérives, tout ça, voilà, histoire de se remettre en forme. Passez un excellent week-end, à très bientôt sur les antennes de School.